Le millionnaire et la fleur sauvage. Le compte à rebours du succès avait toujours dicté le rythme de la vie d'Antoine Dubois, un magnat de la finance dont le nom résonnait dans les cercles les plus huppés de Paris. Ses journées étaient rythmées par les contrats pharaoniques et les batailles juridiques, et le silence de sa somptueuse maison de campagne en Sologne était son seul sanctuaire. Mais ce soir-là, le retour inattendu de son jet privé fut accueilli par une symphonie discordante qui le glaça sur place. Un rire d'enfant, cristallin et pourtant si étranger, résonna dans l'air lourd du crépuscule, serrant le cœur d'Antoine jusqu'à l'arrêter. Sa mallette en cuir italien, lourde des décrets du monde des affaires, lui échappa des doigts pour s'écraser sur le gravier de l'allée. Un bruit assourdi qu'il n'entendit même pas. Ses yeux, habitués à décortiquer des bilans financiers complexes et à déceler le mensonge dans les conseils d'administration, peinaient à comprendre la scène impossible qui se déroulait sur la pelouse immaculée de son domaine. Là, sous la lumière dorée de 4 heures de l'après-midi, son fils Léo, le même Léo que 5 éminents neurologues avaient diagnostiqué avec un autisme sévère et une déconnexion émotionnelle permanente, était agrippé au dos d'une femme. Ce n'était pas sa fiancée, la mondaine et distante Sophie. Ce n'était pas une nurse spécialisée aux diplômes impressionnants. C'était l'employée de maison. Une jeune femme qu'il avait à peine regardée 1 ou 2 fois, vêtue d'un uniforme bleu bon marché et d'une paire de gants en caoutchouc jaune ridicule qui brillaient au soleil. Elle rampait sur l'herbe vert émeraude, ignorant les taches sur ses genoux, faisant des bruits de cheval, tandis que Léo, son petit Léo de 6 ans, qui était censé détester le contact physique, enfonçait son visage dans le cou de la femme et riait aux éclats, les bras ouverts, comme s'il voulait embrasser le monde entier. Antoine sentit ses jambes flageoler, l'air se bloqua dans sa gorge. Comment était-ce possible? À peine ce matin, Sophie, sa future épouse, lui avait rappelé, sur un ton de patience feinte, que Léo devait augmenter la dose de ses sédatifs car ses crises d'agressivité étaient insupportables. Elle lui avait dit que l'enfant était un cas perdu, une coquille vide qui n'apportait que douleur et dépenses. Mais ce qu'Antoine avait devant les yeux n'était pas une coquille vide. C'était un enfant vivant, vibrant, heureux. Il fit un pas hésitant vers le jardin, sentant le sol vaciller sous ses pieds. La scène était aussi hypnotique que douloureuse. Hélène, la jeune femme de ménage, s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Au lieu de repousser l'enfant avec une froideur clinique, elle tourna la tête et lui fit une rapide chatouille sur le flanc avec le bout de son nez. Léo éclata d'une nouvelle vague de rire, un son qu'Antoine n'avait pas entendu depuis l'accident de sa première épouse, il y a 4 ans. 4 ans de silence, 4 ans de regards perdus et de corps rigides. Et maintenant, une employée avec des gants de vaisselle avait réussi en 20 minutes ce que les meilleurs médecins d'Europe n'avaient pu accomplir en une demi-vie. Une froide fureur et un ardent espoir se heurtèrent dans la poitrine du millionnaire. Quelqu'un lui avait menti, et la vérité riait là, sur l'herbe. Abonnez-vous pour découvrir pourquoi ce moment a révélé un réseau de mensonges qui changerait leur vie à jamais. Antoine reprit sa marche, d'un pas plus ferme cette fois, bien que son esprit fût un tourbillon. Chaque mètre qu'il avançait vers eux brisait un peu plus l'image qu'on lui avait vendue de son propre fils. Léo n'avait pas le regard perdu dans le vide. Ses yeux marrons, si semblables à ceux de sa défunte mère, étaient fixés sur le visage d'Hélène avec une adoration absolue. Il n'y avait aucune trace de la rigidité musculaire qui justifiait le fauteuil roulant rouge garé à quelques mètres, vide et oublié comme un mauvais présage. L'enfant se tenait fermement, ses petits doigts serrant le tissu de l'uniforme bleu. Antoine posa le pied sur l'herbe, et le crissement de l'herbe sous ses chaussures de créateur brisa la bulle magique. Hélène se figea en plein mouvement. Son instinct fut immédiat et viscéral. Elle sentit la présence de quelqu'un avant de le voir, et le sourire lumineux qui illuminait son visage s'effaça, remplacé par une pâleur mortelle. Elle tourna brusquement la tête, et ses yeux rencontrèrent la silhouette imposante d'Antoine, debout en contre-jour, le visage indéchiffrable et les poings serrés sur les flancs. La terreur pure inonda le regard de la jeune femme. Elle savait que les règles de la maison étaient strictes. Le personnel de nettoyage avait l'interdiction formelle d'interagir avec le jeune maître, au-delà du strict nécessaire à l'hygiène. Sophie avait été très claire. Si tu le touches, tu le déranges. Si tu le déranges, tu es à la rue sans référence. Hélène expira soudainement, déposant doucement Léo sur la pelouse, essayant de mettre de la distance entre son corps et celui de l'enfant, comme si elle était prise en train de commettre un crime terrible. Mais Léo ne voulait pas la lâcher. L'enfant gémit d'une protestation claire et humaine, et s'agrippa de nouveau à la manche de son uniforme, tachant le tissu avec ses doigts pleins de terre. « Monsieur,
Monsieur Antoine, balbutia Hélène, se mettant rapidement à genoux, n'osant pas se relever tout à fait, ses mains gantées de jaune tremblant visiblement devant sa poitrine. « Je suis tellement désolé, je n'ai pas vu l'heure. Je ne savais pas que vous arriveriez tôt. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. » Il voulait juste jouer un peu. Antoine ne répondit pas immédiatement. Son silence était pesant, chargé d'une intensité qu'Hélène interpréta comme le prélude d'un renvoi fulminant. Elle baissa la tête, s'attendant aux cris, s'attendant à l'humiliation qu'elle recevait habituellement de Madame Sophie. Mais les cris n'arrivèrent pas. À la place, Antoine observait son fils. Léo, remarquant la tension chez Hélène, avait cessé de rire. Son visage se transforma, passant de la joie à une inquiétude alerte. L'enfant rampe sur le sol, rampe avec force et coordination, et se plaça devant Hélène, levant ses petits bras comme un bouclier, regardant son propre père avec méfiance. Ce geste frappa Antoine plus fort que n'importe quelle insulte. Son fils, l'invalide émotionnel, essayait de protéger la bonne de son propre père. « Ne bouge pas », ordonna Antoine, sa voix rauque, presque méconnaissable pour ses propres oreilles. Ce n'était pas un cri, c'était une supplique déguisée en ordre. Hélène resta pétrifiée, les yeux remplis de larmes contenues. Léo était toujours là, le front plissé, une expression de défi sur son visage d'enfant qu'Antoine n'avait jamais vu. On lui avait toujours dit que Léo ne reconnaissait pas les gens, que pour lui les êtres humains étaient des objets indiscernables. Mais l'enfant savait parfaitement qui était la menace et qui était son refuge. Antoine sentit un goût amer dans la bouche. La culpabilité le brûlait. Il avait passé tant de temps à voyager, tant de temps à travailler pour payer les traitements, faisant aveuglément confiance à Sophie et aux spécialistes, qu'il était devenu un étranger pour son propre sang. Antoine s'accroupit lentement, ignorant comment le tissu de son costume à 5000 € se tendait et se salissait avec l'humidité du jardin. Il se mit à la hauteur des yeux d'eux. Hélène respirait agressivement, l'odeur de détergent et de bande émanant de ses vêtements, un mélange simple et familier qui contrastait avec les parfums chers et chimiques qui inondaient habituellement le manoir. « Depuis quand ?» demanda Antoine, plantant son regard sur la jeune femme. Son ton était urgent, exigeant. « Monsieur ». Hélène cligna des yeux, confuse, attendant la réprimande pour la saleté ou le désordre. « Depuis quand fait-il ça ?» Antoine désigna Léo, qui caressait maintenant d'un doigt la main gantée de caoutchouc de la jeune fille, cherchant du réconfort. Les médecins, Sophie, tous m'ont dit que ses muscles étaient atrophiés. Ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas supporter son propre poids, qu'il ne pouvait pas fixer son regard, que le rire était un réflexe involontaire impossible dans sa condition. Depuis quand rit-il comme ça ? Hélène déglutit, réalisant que la colère du patron ne lui était pas dirigée, ou du moins pas pour la raison qu'elle croyait. Elle regarda Léo avec une tendresse infinie, oubliant une seconde qu'elle parlait à l'un des hommes les plus puissants du pays. « Depuis toujours, monsieur », murmura-t-elle, et ces deux mots tombèrent comme des pierres sur la conscience d'Antoine. « Eh bien, depuis que j'ai commencé à travailler ici il y a 6 mois. Au début, il était timide, oui, mais il n'est pas atrophié. Il est juste triste et très effrayé. Effrayé. » Antoine répéta le mot comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. De quoi aurait-il peur ? Il a tout ce dont il a besoin. Des soins 24/24, la meilleure chambre, des thérapies. Hélène hésita. Elle savait que ce qu'elle était, sur le point de dire, pouvait lui coûter non seulement son travail, mais aussi sa réputation, si Madame Sophie s'en apercevait. Mais elle sentit la petite main de Léo lui serrer le doigt, et ce contact lui donna un courage soudain. Elle leva les yeux et soutint le regard du millionnaire. « Il n'a pas peur de quoi, monsieur ? Il a peur de qui ?» Le silence qui suivit fut absolu, seulement rompu par le chant lointain d'un oiseau. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine malgré la chaleur de l'après-midi. Les pièces du puzzle, ces pièces qui n'emboîtèrent jamais, les échymoses accidentelles, les pleurs qui cessaient magiquement quand Sophie sortait de la pièce. Son insistance à le maintenir sédaté commencèrent à s'assembler en une image grotesque qu'il avait refusé de voir. « Explique-toi », dit Antoine, sa voix descendant à un murmure dangereux. « Et tu as intérêt à dire la vérité, Hélène, car si ce que tu insinues est vrai. » Il change quand elle arrive, lâcha Hélène rapidement, les mots se bousculant. Quand Madame Sophie est à la maison, Léo s'éteint. Il se raidit, il ferme les yeux et il ne répond pas. Les médecins le voient comme ça, parce qu'elle est toujours présente aux consultations, n'est-ce pas? Elle est toujours là, lui tenant la main ou lui touchant le cou. Antoine se souvint des visites médicales. Sophie était toujours la fiancée dévouée, la mère substitut parfaite, caressant le cou de l'enfant, lui murmurant à l'oreille. Elle lui touche toujours le cou, pensa Antoine,
et une nausée soudaine l'envahit en se rappelant un vieux documentaire sur les points de pression. C'était possible. Ce n'était pas monstrueux. Mais le rire, ce rire qu'il venait d'entendre ne mentait pas. « Je veux en voir plus », ordonna Antoine, se levant brusquement, effrayant Hélène. « Tu as dit qu'il n'était pas atrophié. Montre-moi ce qu'il peut faire maintenant, monsieur. Je ne suis pas une thérapeute, on joue juste. » Hélène tenta de s'excuser, craignant d'avoir trop parlé. « Fais-le », rugit-il. Puis, voyant Léo se recroqueviller, il adoucit son ton, passant une main désespérée dans ses cheveux grisonnants. « S'il te plaît, j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas fou de croire que mon fils est là-dedans. » Hélène hocha lentement la tête, s'essuya les mains sur son tablier, ôta ses gants en caoutchouc jaune et les posa sur l'herbe, révélant des mains travailleuses et douces. Elle se tourna vers l'enfant et sa posture changea. Elle n'était plus la bonne effrayée, elle était une compagne de jeu. Elle commença à fredonner une mélodie douce, une berceuse populaire qu'Antoine se rappelait vaguement de sa propre enfance. « Allez Léo, l'avion va décoller », dit-elle d'une voix chantante, tendant les bras. À la stupeur d'Antoine, Léo ne fit pas que sourire. L'enfant posa ses mains au sol, tendit les muscles de ses jambes qui étaient supposés être inutiles et, d'un effort visible mais décidé, souleva ses fesses du sol. Il se mit en position de ramper tout seul. Aucune aide, aucun support mécanique, c'était de la pure volonté motrice. Léo rampa 2 pas vers Hélène, puis, jetant un coup d'œil à son père, émit un son guttural qui se forma peu à peu en syllabes. Avion. Le mot fut maladroit, traînant, mais indubitable. Antoine porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Muet. Le diagnostic disait muet, non verbal. Et là, son fils demandait à jouer à l'avion. Le monde d'Antoine, construit sur des rapports médicaux et la confiance aveugle en sa fiancée, s'effondra à cet instant, révélant une réalité brillante et terrible. Léo était sain, quelqu'un le maintenait malade à dessein. « Mon Dieu !» murmura Antoine, tombant à genoux à côté de son fils. Il tendit une main tremblante vers la joue de l'enfant. Léo ne s'écarta pas cette fois, bien qu'il gardât les yeux fixés sur Hélène, cherchant son approbation. Elle hocha légèrement la tête avec un triste sourire. Antoine toucha la peau chaude de son fils et sentit une connexion électrique. Mais avant qu'il ne puisse processer le miracle, le son d'un moteur puissant rugit à l'entrée principale. Une sportive rouge freina avec un crissement de pneus sur le gravier. Le corps de Léo réagit instantanément. Le sourire disparut. Les épaules se tendirent et ses yeux devinrent vitreux, retournant à ce regard vide et perdu qu'Antoine connaissait si bien. Hélène devint pâle comme un linge. « C'est elle », murmura l'employé, ramassant les gants du sol avec des mains maladroites. « Monsieur, s'il vous plaît, si elle me voit jouer avec lui. » La transformation de Léo fut la preuve ultime. Ce n'était pas une maladie, c'était la terreur. Antoine sentit le sang lui bouillir dans les veines. Une fureur volcanique qui menaçait d'exploser, mais ces années dans les affaires lui avaient appris une leçon vitale. N'attaquez jamais quand l'ennemi ne sait pas que vous êtes là. Il regarda vers la maison où les talons de Sophie résonnaient déjà dans le vestibule, puis regarda Hélène. « Lève-toi », dit Antoine. Sa voix froide et calculatrice, le ton qu'il utilisait pour détruire des concurrents. « Remets tes gants, agis comme si rien ne s'était passé, monsieur. » Hélène le regarda sans comprendre. « Écoute-moi bien, Hélène. » Antoine la saisit doucement par les épaules, la regardant droit dans les yeux. « À partir de maintenant, toi et moi sommes alliés. Personne, absolument personne, ne peut savoir ce que je viens de voir. Aujourd'hui, je ne vais pas la confronter. Aujourd'hui, je vais commencer à la détruire. » Antoine se releva, secoua la poussière de son costume et, d'un dernier regard à son fils, qui avait déjà retrouvé son état catatonique fin, courut vers la porte latérale de service. « Je vais entrer par le bureau. Elle croira que je travaille. Quand elle sortira ici, je veux que tu observes tout, car ce soir, tout va changer. » De la fenêtre du bureau, caché derrière de lourds rideaux de velours qui sentaient la poussière et l'ancienneté, Antoine observait la scène, le souffle coupé, comme un sniper, attendant le moment de tirer. Son cœur battait avec une violence qui lui faisait mal aux côtes. Un tambourinement sourd qui accompagnait l'arrivée de la femme avec qui il prévoyait de se marier dans 2 mois. Le contraste était brutal, presque cinématographique. Le jardin qui, quelques minutes auparavant, avait été un théâtre de rires et de miracles sous le soleil doré, s'assombrit métaphoriquement à l'instant où Sophie apparut dans le cadre de la porte française. Elle ne marchait pas. Elle défilait, portant des talons aiguilles rouges qui s'enfonçaient avec acharnement dans la pelouse parfaite, ruinant l'herbe à chaque pas, une métaphore parfaite de ce qu'elle avait fait de leur vie. Elle était impeccable,
avec des lunettes de soleil de marque qui couvraient la moitié de son visage et un sac qui coûtait plus que le salaire annuel d'Hélène. Mais ce qui glaça le sang d'Antoine n'était pas sa tenue, mais son langage corporel. De la sécurité de sa cachette, il vit comment la posture de Sophie irradiait une agressivité tendue, électrique. Il n'y avait personne d'autre autour, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Le masque de mère dévouée et souffrante était donc tombé au sol avec ses clés. « Qu'est-ce que vous foutez, bon sang ?» Le cri de Sophie traversa le double vitrage du bureau, amorti, mais indubitablement chargé de poison. Antoine vit Hélène se recroqueviller physiquement, un réflexe conditionné de qui a reçu trop de coups verbaux. L'employé se leva d'un bond, baissant la tête, les mains jointes sur son tablier sale. Mais le pire fut Léo, son fils, le garçon qui il y a 5 minutes disait avion et rampait avec force. Il s'effondra sur lui-même comme un château de cartes. Ses épaules se courbèrent, ses bras se collèrent à son corps dans une rigidité spasmodique, et son visage, auparavant illuminé par la joie, se vida de toute expression. La bouche de poisson, comme l'appelaient les médecins, ce regard vitreux vers le néant. Antoine serra le poing contre le rebord de la fenêtre, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce n'était pas de l'autisme, c'était un mécanisme de défense. L'enfant faisait le mort pour survivre aux prédateurs. « Regarde-le » cria Sophie, montrant Léo d'un doigt accusateur dont l'ongle était parfaitement manucuré. « Il est dégoûtant, plein de terre et d'herbe. Je te paie pour que tu le remues comme un animal ou pour que tu le gardes propre. » Hélène tenta de parler, ses lèvres bougeant en une excuse silencieuse, mais Sophie ne la laissa pas faire. La femme s'avança vers l'enfant à pas rapides. Antoine sentit l'impulsion viscérale de casser la vitre et de sauter dans le jardin, mais il s'obligea à rester immobile. « Regarde-la » s'ordonna-t-il à lui-même. « Tu as besoin de voir de quoi elle est capable quand elle croit que tu ne la vois pas. » Sophie arriva jusqu'à Léo, et au lieu de s'accroupir pour le nettoyer ou le gronder doucement, elle le saisit par le bras. Ce ne fut pas une touche maternelle, ce fut une traction brusque, sèche, violente. Elle souleva le bras de l'enfant comme s'il s'agissait d'une marionnette de chiffon cassé. Léo ne se plaignit pas, ne pleura pas, se laissa simplement manipuler, inerte dans sa main. Cette passivité terrifia Antoine plus que tous les pleurs. Cela signifiait que c'était une routine. Cela signifiait que Léo avait appris que résister était pire. « Tu es une inutile » siffla Sophie, rapprochant son visage de celui de l'enfant, bien qu'Antoine ait dû lui lire sur les lèvres pour comprendre la phrase complète. « Je me suis négligé 5 minutes, et tu ressembles déjà à un porcheron. Si ton père te voit comme ça, il va croire que je ne m'occupe pas de toi. Et s'il pense ça, l'argent pour tes bonbons, c'est fini. Tu comprends ?» Elle sortit un mouchoir de son sac et commença à frotter le visage de Léo avec force, lui raclant presque la peau pour enlever une tache de terre. La tête de l'enfant se secouait à chaque mouvement brusque de sa main. Hélène fit un pas en avant, un acte de courage suicidaire. « Madame, s'il vous plaît, vous allez lui faire mal à la peau » dit l'employé, sa voix tremblante parvenant à peine au bureau. Sophie se tourna avec la vitesse d'une vipère. « Tais-toi, stupide » lui cria-t-elle en lui lançant le mouchoir sale au visage. « C'est de ta faute. Va à la cuisine et prépare ses gouttes. La double dose, il est trop agité à cause de toi. Il a besoin de dormir avant qu'Antoine n'arrive. Je ne veux pas qu'il le voie aussi défectueux. Double dose » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Antoine comme un coup de feu. Il se souvint des factures mensuelles de la pharmacie. Sédatifs pédiatriques à large spectre. Les médecins disaient que c'était pour contrôler ses crises de colère. Maintenant, il comprenait que les crises de colère étaient inventées. Les gouttes n'étaient pas pour le calmer. Elles étaient pour l'éteindre. Elles étaient pour transformer un enfant sain en un meuble silencieux qui ne dérangerait pas les plans de la future dame de la maison. Antoine sentit une larme chaude et solitaire rouler sur sa joue. Il avait payé mois après mois pour qu'on drogue son propre fils. Antoine s'écarta de la fenêtre, respirant profondément pour contrôler le tremblement de ses mains. Il fallait qu'il sorte, qu'il agisse, mais il ne pouvait pas être le père furieux. Il devait être le stratège froid. S'il la confrontait maintenant avec des cris, elle pleurerait. Elle dirait qu'elle était stressée, elle blâmerait Hélène, elle manipulerait la situation comme elle le faisait toujours. Il n'avait pas besoin qu'elle creuse sa propre tombe. Il desserra sa cravate, déboutonna le premier bouton de sa chemise pour avoir l'air fatigué et ouvrit la porte du bureau qui donnait sur le couloir intérieur, pas sur le jardin. Il marcha lourdement vers l'entrée principale de la maison, faisant résonner ses chaussures contre le marbre, annonçant sa présence comme s'il venait d'entrer par la grande porte. « Sophie, je suis à la maison !» cria-t-il d'une voix feignant l'épuisement et la normalité. L'effet dans le jardin fut instantané. À travers la porte ouverte du salon,
Il vit Sophie lâcher le bras de Léo comme s'il la brûlait. En moins de 2 secondes, sa posture changea radicalement. Elle se redressa la robe, passa une main dans ses cheveux pour les arranger et composa un sourire éclatant, répété, parfait. Elle s'accroupit rapidement à côté de Léo et, avec une douceur qui donnait la nausée à voir, commença à lui caresser la joue qu'elle avait frottée avec violence quelques secondes auparavant. « Antoine, mon amour !» s'exclama-t-elle en se tournant vers la maison, les yeux illuminés. « Quelle surprise! Tu arrives de bonne heure !» Antoine sortit dans le jardin, forçant ses jambes à marcher lentement, forçant ses lèvres à esquisser un sourire fatigué. Ses yeux scannèrent la scène. Hélène était pâle, ramassant le mouchoir par terre, les yeux fixés sur l'herbe. Léo était toujours dans son mode statue, regardant un point fixe à l'horizon. La réunion s'est terminée plus tôt, mentit Antoine, s'approchant d'elle et lui donnant un baiser sur la joue. Il sentit le parfum coûteux de Sophie et dut retenir l'envie de vomir. Je voulais les voir. Comment vont-ils? Comment a été la journée? C'était une question piège, un test simple. Sophie soupira dramatiquement, posant une main sur sa poitrine, jouant le rôle de la martyre. « Oh, mon amour, ce fut une journée difficile, » dit-elle d'une voix affligée, regardant Léo avec une fausse tristesse. « Le pauvre a été terrible aujourd'hui. Il a crié toute la matinée. Il s'est cogné la tête contre le mur. J'ai dû me battre pour qu'il ne se blesse pas. Les médecins ont raison. Son état empire. Je l'ai à peine sorti dans le jardin il y a 1 minute pour qu'il prenne l'air. Mais regarde, il ne réagit même pas. Il est complètement parti. » Antoine sentit son sang bouillir. Il a crié toute la matinée. Mensonge. Hélène lui avait dit qu'ils avaient joué. Il s'est cogné la tête. Mensonge. Il n'avait pas de marque. Il empire. Le plus grand mensonge de tous. Ah oui, demanda Antoine, s'accroupissant devant Léo. L'enfant ne le regarda pas. Il sentait la présence de Sophie comme une ombre toxique sur eux. Le pauvre, il semble épuisé. Il leste, insista Sophie, posant une main possessive sur l'épaule de l'enfant, serrant légèrement. Antoine remarqua comment Léo fit une moue imperceptible de douleur. J'ai dit à Hélène de lui préparer son médicament. Il a besoin de se reposer, amour. Peut-être que nous devrions l'interner dans ce centre de Zurich que le docteur Valls a suggéré. Je sais que c'est coûteux et loin, mais je n'ai plus les forces. Je m'inquiète pour sa sécurité. Là était le plan final. L'envoyer loin, se débarrasser du problème pour toujours et rester seul avec le millionnaire et sa fortune. Antoine regarda Hélène. L'employé leva les yeux un instant, ses yeux remplis de panique, le suppliant silencieusement de ne pas croire au mensonge. Antoine soutint son regard, un message silencieux. « Je te vois, je te crois. »« Non, » dit Antoine, se relevant et se secouant les genoux. Sa voix était ferme, coupante. « Nous ne l'enverrons nulle part pour l'instant. En fait, je veux passer l'après-midi avec lui. » Le visage de Sophie se tendit imperceptiblement. « Mes amours, il est en crise. Il peut être dangereux. Tu sais qu'il devient agressif. » Elle tenta de le dissuader, faisant un pas pour s'interposer entre père et fils. « Ça m'est égal. » Antoine la contourna et regarda Hélène. « Hélène, n'apporte pas les gouttes. Apporte du jus d'orange et reste ici. Je veux que tu sois là aussi. Il semble que Léo se sente à l'aise avec toi. » Sophie lâcha un petit rire nerveux, incrédule. « Hélène, amour, s'il te plaît. Ce n'est que la fille de ménage. Léo ne sait même pas qu'elle existe. C'est un objet pour lui. De plus, elle a beaucoup à faire à l'intérieur. La maison est en désordre. La maison peut attendre, coupa Antoine. Et cette fois, il laissa un peu de son autorité de magnat transparaître dans son ton. Il regarda Sophie droit dans les yeux, la défiant pour la première fois depuis des années. « J'ai remarqué quelque chose d'étrange, Sophie. » Le silence devint dense. Sophie cligna des yeux, son sourire vacillant. « Étrange. Qu'est-ce que tu veux dire ?» C'est qu'en arrivant, Antoine fit une pause délibérée, savourant l'éclair de peur dans ses yeux. J'ai cru entendre des rires d'enfants. Sophie se raidit. Son esprit calculateur travailla à 1000 à l'heure. « Ah ça, dit-elle rapidement, retrouvant son sang-froid. Ce devaient être les enfants des voisins. Le vent apporte le son. Léo ne rit plus depuis des années. Antoine, ne te fais pas d'illusions cruelles. Son cerveau ne fonctionne pas comme ça. Peut être, dit Antoine, se tournant vers son fils. Il s'accroupit et, brisant toutes les règles que Sophie avait imposées, souleva Léo dans ses bras. L'enfant se tendit comme une planche de bois, attendant la réprimande ou le coup, mais Antoine le serra fort, le collant à sa poitrine, murmurant près de son oreille, pour qu'il soit le seul à entendre, ignorant la femme qui les regardait avec méfiance. « Avion », murmura Antoine. « Papa est là.
L'avion va décoller, champion. Il sentit le petit corps de Léo frémir. Et puis, très lentement, presque imperceptiblement, une petite main se posa sur l'épaule du cher costume d'Antoine. Ce ne fut pas un câlin complet, mais ce fut une réponse, la preuve de vie. « Allons à l'intérieur », dit Antoine à voix haute, marchant vers la maison avec son fils dans les bras, laissant Sophie plantée dans le jardin, la bouche ouverte. « Hélène, viens avec nous maintenant. » Sophie resta en arrière, regardant les deux s'éloigner. Pour la première fois, le contrôle lui échappait. Et Antoine, marchant vers le manoir qui était devenu une prison, jura qu'il ne dormirait pas cette nuit avant d'avoir trouvé le flacon de pilules et les caméras de sécurité qu'il prévoyait d'installer. La guerre avait commencé. L'atmosphère à l'intérieur du manoir était irrespirable, un mélange de luxe stérile et de tension silencieuse. Antoine entra dans le vestibule principal avec Léo dans les bras, sentant le corps de son fils comme un bloc de glace rigide contre sa poitrine. Derrière lui, le bruit des talons de Sophie résonnait comme des coups de feu sur le marbre italien. Un rappel constant de la menace qui lui marchait sur les talons. Hélène entra la dernière, fermant la porte avec une douceur qui dénotait sa peur de se faire remarquer, restant collée au mur, comme si elle voulait se fondre dans le papier peint. « Emmène-le immédiatement dans sa chambre, Antoine », ordonna Sophie, sa voix retrouvant ce ton de commandement déguisé en préoccupation médicale. « Il est surexcité. Regarde comme il tremble. » Cette promenade dans le jardin fut une terrible erreur. « Hélène, bouge, va à la cuisine et apporte le flacon de nuit tranquille et le nouveau compte-gouttes. » L'enfant a cassé l'autre hier dans une de ses crises d'hystérie. Antoine monta les escaliers, sentant la bile monter dans sa gorge. Crise d'hystérie. Maintenant, il savait que c'était des mensonges, mais il avait besoin de voir jusqu'où allait la mascarade. Il entra dans la chambre de Léo, une pièce qui ressemblait plus à une clinique qu'à la chambre d'un enfant. Murs blancs, meubles aux bords arrondis, jouets sous clé dans des vitrines en verre et une odeur persistante d'antiseptique. Il déposa Léo doucement sur le lit. L'enfant ne bougea pas. Il regarda le plafond, les yeux grands ouverts, respirant superficiellement. La terreur dans son regard était absolue. Sophie entra comme un tourbillon, lui arrachant de l'espace. « Sors, mon amour, dit-elle, poussant légèrement Antoine vers la porte. Tu n'aimes pas le voir quand je lui donne les gouttes. Tu sais que ça devient difficile et que ça te brise le cœur. Je m'en occupe. C'est mon fardeau. Je le porte pour toi. » « Non, dit Antoine, se plantant sur le seuil. Son ombre couvrait le lit. « Aujourd'hui, je reste. Je veux apprendre. Si nous allons nous marier, j'ai besoin de savoir comment prendre soin de mon fils. » Un éclair de contrariété traversa les yeux de Sophie, mais elle le cacha rapidement avec un triste sourire. Hélène apparut à la porte avec un plateau en argent. Ses mains tremblaient tellement que le flacon en verre tintait contre le métal. « Donne-le-moi !» Sophie arracha le flacon à Hélène avec brusquerie. Ce qui se passa ensuite s'enregistra dans la rétine d'Antoine comme un film d'horreur. Sophie ne fut pas douce. Il n'y eut ni chanson ni patience. Elle lui saisit la mâchoire d'une main, serrant les joues de l'enfant avec force pour le forcer à ouvrir la bouche. Léo tenta de tourner la tête en émettant un gémissement étouffé, ses petits yeux cherchant désespérément Hélène à la porte. « Reste tranquille, petit gars », murmura Sophie, oubliant une seconde qu'Antoine était là, ou peu, être confiante qu'il interpréterait sa violence comme une fermeté nécessaire. Sophie introduisit le compte-gouttes de force. 1, 2, 3, 4 doses. Le liquide épais et jaunâtre disparut dans la gorge de l'enfant. Léo toussa, gargouilla, secouant son petit corps, mais il avala. La réaction fut quasi immédiate, trop rapide pour être naturelle. En quelques secondes, la tension dans les muscles de Léo disparut, remplacée par une mollesse antinaturelle. Ses paupières tombèrent lourdement. La lumière dans ses yeux s'éteignit. Il ne s'endormit pas. Il se déconnecta. C'était comme si quelqu'un avait coupé les fils d'une marionnette. « Tu vois ?» dit Sophie en s'essuyant une goutte du liquide qui lui était tombée sur le doigt et en refermant le flacon. « C'est pour son bien. Sans ça, il se blesserait. Maintenant, il dormira 12 heures d'affilée. La paix pour lui, la paix pour nous. » Antoine regarda son fils, qui gisait maintenant la bouche entr'ouverte, bavant légèrement, transformé en ce légume que les médecins décrivaient. Il sentit un élan meurtrier de saisir Sophie par le cou et de la lancer par la fenêtre, mais il se retint, s'accrochant au cadre de la porte jusqu'à ce que le bois craque. Il ne pouvait pas le sauver aujourd'hui. Il devait le sauver pour toujours. Et pour cela, il avait besoin de preuves irréfutables. Il avait besoin que le monde voie le monstre. « Tu as raison, amour », mentit Antoine d'une voix morte. « Tu as un don avec lui. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Sophie sourit victorieuse, rangeant le flacon dans sa poche au lieu de le laisser sur la table de nuit. « Allons en bas.
Hélène restera surveillée. Toi et moi avons besoin d'un verre de vin. Je suis épuisé. En sortant, Antoine se tourna une seconde. Hélène était au pied du lit, pleurant en silence. Antoine lui fit un geste imperceptible de la tête. « Tiens bon. » L'aube arriva enveloppée dans un silence sépulcral. Le manoir dormait, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Sophie ronflait doucement dans la chambre principale sous l'effet de 2 verres de chardonnay et de la satisfaction d'avoir contrôlé la crise. Mais Antoine était complètement éveillé, vêtu de vêtements noirs, se déplaçant comme un fantôme dans sa propre maison. Il avait attendu jusqu'à 3 chéraux du matin pour exécuter la première phase de son plan. Il entra dans son bureau et ouvrit le coffre-fort caché derrière un tableau. De là, il ne sortit pas d'argent, mais une trousse noire qu'il utilisait pour l'espionnage industriel dans ses entreprises. Microcaméra haute définition de la taille d'un bouton avec transmission en temps réel vers le cloud. Il se dirigea d'abord vers la chambre de Léo. La porte grinqua légèrement, mais l'enfant, sous l'effet des sédatifs, ne bougea pas. Antoine sentit une pointe de douleur en voyant son fils dans ce coma chimique, mais il transforma la douleur en précision. Il travailla rapidement. Il installa une caméra dans l'œil de verre d'un ours en peluche qui était sur une haute étagère. Une autre fut dissimulée dans le détecteur de fumée au plafond. Une troisième, avec un microphone à gain élevé, fut placée discrètement derrière le rideau, pointant directement sur le lit. Puis il descendit dans le salon principal et dans le jardin. Il plaça des appareils dans les lampes, dans les cadres des tableaux, et un stratégiquement dans la cuisine, où il savait qu'Hélène et Sophie interagissaient le plus. Chaque angle était couvert, chaque mensonge serait enregistré en 4K. En remontant, il passa par la salle de bain du couloir. Il savait que Sophie laissait parfois des choses là-bas. Il ouvrit le nécessaire de toilette avec une précision chirurgicale. Au fond, derrière ses crèmes faciales à 500 €, il trouva un flacon vide du médicament de Léo qu'elle n'avait pas jeté à la poubelle. Antoine le prit avec un mouchoir, évitant de laisser des empreintes, et le mit dans un sac hermétique. Dès demain, il irait dans un laboratoire privé. Il fallait savoir exactement quel poison on donnait à son sang. Alors que le soleil commençait à poindre, teintant le ciel d'un gris pâle, Antoine était déjà impeccablement vêtu de son costume d'affaires, une valise faite près de la porte. Son visage était un masque de froideur exécutive. Il descendit dans la cuisine où Hélène préparait déjà du café, les yeux gonflés par le manque de sommeil. « Bonjour » dit Antoine à voix basse. Hélène sursauta de peur, manquant de renverser la cafetière. « Monsieur, bonjour » Antoine s'approcha d'elle. Il n'y avait personne d'autre. Sophie dormait encore. « Écoute-moi bien, Hélène. Dans 10 minutes, je descendrai avec Sophie et je lui dirai que je pars en voyage. Une affaire urgente à Londres. 3 jours. » Les yeux d'Hélène se remplirent de panique. « Vous allez me laisser seul avec elle, monsieur, s'il vous plaît. Elle était très en colère hier. Si vous partez, je ne pars pas. » Il l'interrompit, lui prenant doucement les mains. « C'est un piège. Je vais sortir en voiture, faire le tour et rester dans la maison d'hôte au bout de la propriété, celle qui est abandonnée. J'ai installé des caméras dans toute la maison. Je verrai tout depuis mon ordinateur portable. » Hélène cessa de trembler et le regarda avec étonnement. « Des caméras. Oui, j'ai besoin qu'elle se confie. J'ai besoin qu'elle montre sa vraie nature devant les caméras pour que la police puisse l'emmener et qu'elle ne puisse plus jamais approcher Léo. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu dois tenir bon. Ce sera un enfer. Elle croira que je ne suis pas là et elle se déchaînera. Tu peux le supporter. » Pour Léo, l'employé, la simple fille aux gants jaunes, redressa le dos. Dans ses yeux brillait une détermination féroce qu'aucune employé ne devrait avoir à montrer. « Pour Léo, monsieur, je supporterai tout. » « Bien. » Antoine entendit des pas en haut. « Elle arrive. » « N'oublie pas, je dois être convaincant. Si je te crie dessus, ou si je t'ignore avant de partir, c'est une partie du théâtre. Ne l'oublie pas. » Sophie apparut dans la cuisine, enveloppée dans un peignoir de soie, bâillant avec une élégance feinte. « Antoine, qu'est-ce que c'est que cette valise à l'entrée ?» demanda-t-elle, son regard voyageant de la valise à lui avec suspicion. « Il y a eu un problème avec les investisseurs japonais, » mentit Antoine d'un ton de frustration parfait. « Je dois m'envoler pour Londres pour une visioconférence d'urgence et signer les nouveaux accords. Je pars tout de suite. Le jet m'attend. » Antoine vit le moment exact où les yeux de Sophie brillèrent. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. C'était l'anticipation de la liberté. « Londres » dit-elle, s'approchant pour l'embrasser, cachant son sourire sur son épaule. « Oh, mon chéri, quel dommage. Juste quand je pensais que nous allions avoir quelques jours tranquilles. Mais je comprends, le devoir appelle. Je reviendrai dans 3 jours, peut être 4, ajouta-t-il, lui laissant de la marge pour commettre des erreurs. Occupe-toi de Léo.
Je te fais confiance. Je m'en occuperai comme si c'était le mien, répondit-elle. Et le mensonge flotta dans l'air, dense et toxique. Antoine prit sa valise et se dirigea vers la sortie sans regarder en arrière, sachant qu'il laissait son fils dans la gueule du loup, mais sachant aussi qu'il serait le chasseur qui attendait dans l'ombre. Dès que le moteur de sa voiture s'éloigna sur l'allée, Sophie se tourna vers Hélène et son sourire d'épouse parfaite fondit comme de la cire au feu, révélant la moue cruelle qui se cachait en dessous. « Bien, espèce d'idiote », dit Sophie en sortant son téléphone. Le patron est parti. « Aujourd'hui, c'est ma journée. Nettoie le grand salon et sors le vin cher de la cave. Je vais inviter mes amis et quant à l'enfant, enferme-le au sous-sol. Je ne veux pas que ses cris ruinent ma fête. » L'air dans la maison d'hôte était vicié, imprégné d'une odeur de bois vieux et d'enfermement qui contrastait violemment avec la fraîcheur climatisée du manoir principal, à seulement 2 centimes de là. Antoine n'alluma aucune lumière. Il ne pouvait pas risquer qu'un éclat le trahisse. Il s'assit sur une vieille chaise en osier qui craqua sous son poids, éclairée uniquement par la lueur à côté de lui de l'écran de son ordinateur portable. Ses yeux, rougis et secs par le manque de clignement, étaient fixés sur la mosaïque d'images qui transmettaient les caméras cachées. Ce qu'il voyait était une torture conçue sur mesure pour briser son âme, mais il ne pouvait détourner le regard. Il était le témoin silencieux de sa propre tragédie. Sur le moniteur supérieur gauche, la caméra de la cuisine montrait Hélène. La jeune femme pleurait, mais elle le faisait en silence, avec cette résignation terrifiante de qui a appris que le bruit ne traîne que plus de châtiment. Elle portait Léo dans ses bras. L'enfant, complètement inerte sous la surdose de sédatifs que Sophie lui avait administré, avait la tête penchée en arrière, se balançant dangereusement à chaque pas de l'employé. Il ressemblait à un petit cadavre. Antoine sentit un élan électrique de sortir en courant, de briser la porte et de tuer tout le monde de ses propres mains, un instinct primaire et sauvage qui lui brûlait les entrailles. Mais il s'obligea à rester assis. Ses mains serraient le bord de la table avec une telle force que le vieux bois commençait à s'écailler sous ses ongles. « Pas encore », se répéta-t-il mentalement, se mordant la lèvre jusqu'à sentir le goût métallique du sang. « J'ai besoin qu'il le fasse. J'ai besoin qu'il commette le crime final devant la caméra. Au sous-sol, j'ai dit. » La voix de Sophie, captée par le microphone ambiant caché dans la lampe, sonna métallique et déformée, mais chargée d'une cruauté nette. À l'écran, Sophie apparut derrière Hélène, la poussant du bout du doigt dans le dos, comme qui rabâche du bétail. Elle portait une coupe de vin à la main et se déplaçait avec une légèreté obscène, fredonnant une chanson à la mode. « Madame, s'il vous plaît, le sous-sol est très humide », supplia Hélène, s'arrêtant devant la porte en bois massif qui menait à l'obscurité. L'enfant a les bronches fragiles. Si nous le laissons là-bas dans ce froid. « Je m'en fiche de ces bronches !» explosa Sophie et son visage se contorsionna à l'écran. « Tu crois que je vais laisser mes invités voir ce phénomène bavant sur le canapé? C'est une fête de classe, Hélène, pas un hôpital de charité. Mets-le là-dedans, ferme la porte et monte préparer les canapés. Et si tu oses ouvrir cette porte avant que je te le dise, je te jure que je te ferai accuser de vol. J'ai une montre en or perdue, tu sais. Ce serait dommage qu'elle apparaisse dans ton sac. » La menace était claire. La prison. Hélène baissa la tête, vaincue. Antoine vit l'employé ouvrir la porte du sous-sol. La caméra n'avait pas d'angle sur les escaliers en bas, mais l'audio capta le son des pas, descendant dans l'obscurité. 1 minute plus tard, Hélène monta seule, les mains vides et le visage baigné de larmes. Sophie ferma la porte du sous-sol à clé, la rangeant dans le décolleté de sa robe, avec un sourire de satisfaction triomphale. Voilà, problème résolu. Maintenant, à nettoyer. Je veux que cette cuisine brille. Antoine ferma les yeux une seconde, sentant une nausée profonde. Son fils, son petit Léo, enfermé comme un animal dans un sous-sol plein de poussière et d'humidité, drogué et impuissant. L'impuissance était un poison qui courait dans ses veines, mais elle fut interrompue par le son d'une notification sur son téléphone, un email urgent. L'expéditeur était le docteur Salazar, le chef du laboratoire privé auquel il avait envoyé les échantillons ce matin même par l'intermédiaire d'un coursier de confiance. L'objet de l'email disait « Résultat toxicologique, niveau critique urgent ». Antoine ouvrit le fichier avec des doigts tremblants. Il n'avait pas besoin d'être médecin pour comprendre les barres rouges qui traversaient le graphique. Patient, Léo, 6 ans, échantillon résidu dans le flacon et la salive du mouchoir. Résultat positif pour le clinaphénol et le diazépam, à des concentrations 3 fois supérieures à la limite sécuritaire pour un adulte. Traces de suppresseurs du système nerveux central, non approuvés pour un usage pédiatrique. Note. L'usage continu de cette combinaison
non seulement cause une paralysie motrice temporaire et un état catatonique, mais génère également des dommages neurologiques cumulatifs. À ces doses, le risque d'arrêt respiratoire pendant le sommeil est de 80%. Antoine laissa tomber le téléphone sur la table. Ce n'était pas juste de la maltraitance, ce n'était pas juste de la négligence, c'était un meurtre au ralenti. Sophie ne contrôlait pas Léo. Elle le tuait peu à peu, effaçant son cerveau, éteignant ses poumons, s'assurant que s'il ne mourait pas, il resterait tellement endommagé qu'il ne pourrait jamais réclamer son héritage ou raconter la vérité. La femme avec qui il dormait, la femme qui prétendait l'aimer, exécutait son fils jour après jour. La froideur du stratège disparut. Maintenant, il ne restait que la fureur du père. Antoine regarda l'écran où Sophie se servait un autre verre de vin, riant seul dans la cuisine. Il avait maintenant les preuves toxicologiques. Maintenant, il avait la vidéo de l'enfermement. Il avait assez pour l'envoyer en prison pendant des années, mais ce n'était pas assez. Il voulait la détruire. Il voulait que ses amis, cette haute société devant laquelle elle prétendait être parfaite, voient le monstre qu'elle était. Il voulait une humiliation publique si dévastatrice qu'elle ne pourrait se cacher sous aucune pierre. Il regarda l'heure. 10, 9, 0. Les voitures des invités commenceraient à arriver d'un moment à l'autre. La fête était sur le point de commencer, et Antoine, depuis sa grotte sombre, se prépara à être le chef d'orchestre de l'enfer qui s'annonçait. La nuit tomba sur la propriété comme un lourd manteau, cachant la laideur morale sous des lumières de jardin parfaitement conçues. De l'écran de son ordinateur portable, Antoine vit comment la façade de sa maison se transformait. Sophie avait allumé les lumières décoratives, créant une ambiance de conte de fées qui contrastait abondamment avec la réalité du sous-sol. Les premières voitures de luxe commencèrent à glisser sur l'allée. Mercedes, BMW, décapotables conduites par des femmes qui s'habillaient comme pour un gala de charité, ignorantes qu'elles entraient sur la scène d'un crime. Le son de la musique lounge commença à filtrer par les microphones du salon. Antoine monta le volume de ses écouteurs pour ne pas manquer un mot. Il avait besoin d'entendre tout. Il avait besoin de munitions. Sophie accueillit ses amis à la porte principale avec des embrassades effusives et des baisers en l'air qui ne touchaient pas la peau. « Bienvenue !»« Entrez, entrez !» s'exclama Sophie, radieuse dans une robe de soie vert émeraude. « La maison est toute à nous. Le patron est parti à Londres pour nous faire gagner plus d'argent et le paquet se repose. »« Le paquet ?» demanda une femme blonde aux trop nombreux bijoux, lâchant un rire cruel en acceptant une coupe de champagne d'un plateau tenu par Hélène. « Tu sais, l'enfant » répondit Sophie en baissant la voix sur un ton conspirateur en se promenant vers le salon. Aujourd'hui, il était insupportable. Il criait, il bavait, un horreur. J'ai dû lui donner son médicament spécial et le garder là où il ne dérange pas. Honnêtement, les filles, c'est un sacrifice qu'aucune de vous ne comprendrait. Vivre avec un enfant comme ça, c'est comme vivre avec un petit animal cassé. Mais bon, Antoine se sent coupable, et cela se traduit par des compensations. Sophie désigna d'un geste ample les rénovations du salon, les nouveaux meubles et son propre collier de diamants. Les amis rirent, un son de hyène vêtu de soie. « Tu es une sainte, Sophie », dit une autre femme, brune et grande. « Je l'aurais déjà envoyée dans un internat d'État et jeté la clé. »« De la patience, ma chère. De la patience et de la stratégie, » dit Sophie, clin d'œillant vers la caméra cachée dans le cadre, sans savoir que son fiancé enregistrait chaque pixel de sa confession. Dès que nous serons mariés et qu'Antoine me donnera le contrôle total du fonds fiduciaire médical, disons que le petit Léo aura besoin d'un climat plus favorable en Suisse, très loin d'ici et très bon marché, même si les factures disent le contraire. Antoine sentit ses tempes éclater. Là était la confession financière, la fraude, la préméditation. Il avait tout. Il pouvait appeler la police tout de suite. Il pouvait entrer avec un fusil, mais son regard dévia sur le moniteur inférieur droit, le sous-sol. Il n'y avait pas de lumière en bas, mais la caméra avait une vision nocturne infrarouge. L'image était granuleuse dans des tons de gris et de vert fantomatiques. Léo bougeait. L'effet du sédatif passait plus vite que d'habitude. Peut être à cause de l'adrénaline de la peur, ou parce que son corps développait une tolérance au poison. L'enfant était assis sur le vieux matelas qu'ils utilisaient pour ranger les vêtements d'hiver. Il se serrait les genoux en se balançant frénétiquement. Antoine rapprocha son visage de l'écran. Il pouvait voir la terreur pure dans les yeux de son fils, qui brillaient dans l'obscurité comme ceux d'un chat effrayé. Léo regardait vers la porte fermée en haut de l'escalier, et puis l'enfant fit quelque chose qui brisa le cœur d'Antoine en 1000 morceaux. Il commença à frapper le sol avec ses poings, mais en silence. Il ouvrait la bouche pour crier « Papa », mais aucun son ne sortait. Ou peu,
Être avait-il trop peur que la sorcière ne l'entende? En haut, la fête battait son plein. La musique avait monté. Hélène passait parmi les invités avec des plateaux de canapé, invisibles pour elle, traités comme un meuble de plus. Mais Antoine remarqua quelque chose dans la posture de l'employé. Hélène ne regardait pas les invités. Elle regardait l'heure. Elle regardait la porte du sous-sol. Elle était tendue comme un ressort sur le point de lâcher. Profitant que Sophie était occupée à raconter une anecdote sur son dernier voyage à Paris, Hélène déposa le plateau sur une table d'appoint et se glissa vers la cuisine. Antoine changea rapidement de caméra pour la suivre. Il la vit fouiller dans les tiroirs avec désespoir. Elle ne cherchait pas de nourriture. Elle cherchait quelque chose de métallique. Un tournevis, un couteau, quelque chose pour forcer la serrure. « Ne le fais pas, Hélène. Elle va te tuer », murmura Antoine à l'écran, le cœur dans la gorge. Il savait que si Sophie la découvrait en train d'essayer d'ouvrir la porte, la violence serait immédiate. Mais Hélène ne s'arrêta pas. Elle trouva un vieux couteau à beurre et courut vers la porte du sous-sol. Elle tenta d'insérer la pointe dans la serrure, ses mains tremblant violemment. Le bruit métallique, bien que léger, résonna dans le silence de la cuisine. Crac. Le son ne vint pas de la porte. Il vint de l'entrée de la cuisine. « Qu'est-ce que tu crois faire, sale traîtresse ?» Antoine vit Sophie apparaître dans l'embrasure de la porte, son visage transformé par une colère démoniaque. Elle avait entendu, elle avait suivi l'employé. Hélène lâcha le couteau qui tomba au sol avec un fracas qui sembla un coup de feu. « Madame, j'ai entendu un bruit. Je pensais que l'enfant était tombé. » Balbutia Hélène, reculant jusqu'à heurter la porte du sous-sol, la protégeant avec son corps. « Tu pensais. Tu n'es pas ici pour penser, tu es ici pour servir. » Siffla Sophie, s'avançant vers elle, la coupe de vin toujours à la main. Son élégance avait disparu. Maintenant, c'était un prédateur acculant sa proie. « Je t'ai dit de ne pas ouvrir cette porte. Je t'ai dit que si tu le faisais, tu le regretterais. Tu crois pouvoir me défier chez moi. »« Il est réveillé, madame, » dit Hélène, et pour la première fois, elle leva la voix. Elle ne cria pas, mais elle parla avec une fermeté qui fit s'arrêter Sophie une seconde. « Il est réveillé, et il a peur. C'est un enfant. On ne peut pas le laisser là dans l'obscurité. C'est inhumain. Inhumain. » Sophie lâcha une hilarité stridente qui glaça le sang. « Inhumain, c'est d'avoir à s'occuper d'un qui ne sert à rien. Il est une erreur génétique et tu es une erreur de travail. Et je vais corriger les deux maintenant même. » Sophie leva la main. Pas pour la gifler. Antoine vit le scintillement du verre. Elle allait la frapper avec la coupe de vin. Elle allait lui couper le visage. Antoine n'attendit plus. Il ne pensa pas. Il ne planifia pas. Il sortit de la maison d'hôte comme un missile, sans fermer la porte, sans éteindre l'ordinateur portable. Il courut dans le jardin sombre, sautant les haies, ignorant la douleur dans ses poumons, poussé par un seul besoin. Arrivé avant que le sang ne tache le sol de sa cuisine. En courant, il sortit son téléphone et composa un numéro prêt, enregistré avec une seule touche. Sécurité. Bloquer les sorties. Personne ne quitte la propriété. Je répète, personne ne sort. Activer le protocole rouge. Il arriva sur la terrasse arrière en quelques secondes. À travers les fenêtres, il vit les invités bavarder, ignorantes de la violence qui se déroulait à quelques mètres d'elle. Antoine n'utilisa pas la porte. Il prit une chaise en fer forgée du patio et la lança avec toute sa force brute contre le grand carreau de verre trempé du salon. Le fracas du verre brisé fut plus fort que la musique, plus fort que les rires. Ce fut le son du jugement dernier arrivant à la maison. Les invités crièrent, se couvrant la tête alors qu'une pluie de cristaux tombait sur le tapis persan. Antoine entra par l'ouverture brisée, saignant d'une coupure à la main, le regard d'un fou et la posture d'un bourreau. Les amis de Sophie restèrent figés, les coupes à mi-chemin de leur bouche. « Antoine !» cria l'une d'elles. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Antoine ne les regarda pas, traversa le salon en renversant une table et se dirigea droit vers la cuisine. Il arriva juste au moment où Sophie tenait Hélène par les cheveux, la coupe levée pour frapper. « Lâche-la !» rugit Antoine. Un cri si viscéral que les murs vibrèrent. Sophie se tourna, et la coupe lui glissa des doigts, éclatant au sol. Son visage passa du rouge de la colère au blanc de la terreur absolue en une fraction de seconde. Elle vit Antoine couvert de poussière, la main saignant, respirant agressivement, et dans ses yeux, elle ne vit pas son fiancé. Elle vit sa faim. Le silence qui suivit le cri d'Antoine fut plus assourdissant que l'explosion du verre quelques instants plus tôt. Dans la cuisine, le temps sembla se figer dans une bulle de tension insupportable. Sophie, la main toujours levée là où elle tenait la coupe quelques secondes auparavant, regardait Antoine comme si elle voyait un fantôme ressurgi de la tombe. Son visage,
Un masque de maquillage parfait commença à se désagréger, révélant la panique pure qui palpitait en dessous. Hélène, recroquevillée contre la porte du sous-sol, sanglotait en silence, les yeux grands ouverts, incapable de comprendre que le patron était là, saignant et furieux, au lieu d'être en vol vers Londres. « Antoine, mon amour », commença Sophie, sa voix tremblant dans une tentative pathétique de retrouver son ton mielleux habituel. Elle baissa lentement la main, forçant un sourire qui ressemblait à une grimace de douleur. « Mon Dieu, tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu entré comme ça? Tu es blessé? Regarde ta main. » Elle fit un pas vers lui, tendant les bras comme si elle voulait l'embrasser, essayant désespérément de rétablir la normalité, de transformer la scène de violence domestique en un malentendu malheureux. « Ne t'approche pas, » dit Antoine. Sa voix ne fut pas un cri. Cette fois, ce fut un grognement bas, guttural, chargé d'une menace si réelle que Sophie s'arrêta net, trébuchant sur ses propres talons. « Si tu fais un pas de plus, Sophie, je te jure que j'oublierai que je suis un gentleman. » Sophie pâlit. Elle regarda vers le salon où ses amis s'agglutinaient sur le seuil de la cuisine, chuchotant avec des coupes de champagne oubliées dans les mains. Le public regardait, elle devait agir vite. « Antoine, s'il te plaît, tu es altéré, dit-elle, montant le volume pour que les invités l'entendent, adoptant son rôle de victime. Je comprends que tu sois stressé par le travail, mais regarde ce que tu as fait. Tu as effrayé Hélène. » La pauvre fille avait une crise nerveuse. Elle a essayé de voler des couverts en argent et j'ai dû l'arrêter. Elle essayait juste de protéger notre maison. C'était un mensonge si rapide, si fluide, qu'une seconde Antoine ressentit une admiration répugnante pour sa capacité de manipulation. « C'est faux !» cria l'employé, en trouvant sa voix entre les larmes. « Monsieur, la clé, elle l'a dans sa robe. Léo est en bas. » La mention du nom de l'enfant brisa le dernier fil de patience d'Antoine. Il ignora Sophie, ignora les invités bouche bée et s'avança vers sa fiancée. Il n'y eut pas de délicatesse. Antoine la saisit par le poignet de sa main valide, serrant fermement la clé. « La clé !» exigea-t-il, la regardant droit dans les yeux avec une intensité qui la brûlait. « Lâche-moi, tu me blesses !» sanglota Sophie en se tortillant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. L'enfant est dans sa chambre en train de dormir. » Antoine n'attendit pas. Il vit le scintillement métallique apparaître par le décolleté de sa robe de designer. D'un mouvement brusque, il glissa la main et arracha la petite clé en bronze qui pendait à une fine chaîne, brisant le fermoir. Sophie cria plus par humiliation que par douleur et porta les mains à sa poitrine, reculant vers le plan de travail. « C'est un animal !» cria Sophie à ses amis. « Appelez la police. Il est devenu fou. » Antoine ne la regarda même pas. Il se tourna vers Hélène, posa brièvement une main sur son épaule, un geste de « tu es en sécurité », puis introduisit la clé dans la serrure de la porte du sous-sol. Le mécanisme tourna avec un clic métallique. Antoine ouvrit la porte d'un coup sec et l'odeur d'humidité et d'obscurité frappa son visage. Léo cria vers l'abîme noir. Aucune réponse. Juste le bourdonnement lointain de la chaudière. Sans hésiter, Antoine se lança escalier descendant, trébuchant dans l'obscurité, se guidant par l'instinct. Ses mains touchèrent les murs froids de pierre. Arrivé en bas, il chercha à tâtons l'interrupteur, mais l'ampoule était grillée ou cassée. Il sortit son téléphone et alluma la lampe de poche. Le faisceau de lumière blanche coupa l'obscurité d'un espace désordonné rempli de vieilles boîtes et de meubles couverts de draps. « Léo, mon fils, c'est papa. » Sa voix se brisa, puis il le vit. Dans un coin, derrière une pile de tapis enroulés, il y avait une petite boule qui tremblait. Léo était recroquevillé, le visage caché entre ses genoux, se couvrant les oreilles avec ses mains. L'enfant se balançait d'avant en arrière, émettant un bourdonnement bas et constant pour bloquer le monde extérieur. Antoine s'agenouilla devant lui, sentant son âme se briser. Le sol était glacé. Léo ne portait que son fin pyjama. « Champion !» murmura Antoine en tendant la main, mais s'arrêtant avant de le toucher pour ne pas l'effrayer. « C'est fini. Papa est venu te chercher. L'avion a atterri. » Léo cessa de se balancer. Lentement, très lentement, il leva la tête. La lumière de la lampe éclaira son visage couvert de poussière, avec des traces de larmes séchées sur ses joues. Ses yeux, dilatés par la peur et les résidus de sédatifs, fixèrent la lumière puis, miraculeusement, trouvèrent le visage d'Antoine. « Pas, pas !» gronda l'enfant la gorge sèche. Antoine lâcha le téléphone et le serra dans ses bras. Ce fut une étreinte désespérée, totale. Léo ne resta pas raide. Cette fois, il s'accrocha au cou de son père avec une force surprenante, enfouissant son visage dans sa chemise, taché de sang et de sueur,
sanglotant avec un soulagement qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir à ressentir. « Allons à l'étage, » dit Antoine en le soulevant. Léo pesait très peu, trop peu. « Allons sortir d'ici. » Il monta les escaliers d'un pas ferme, portant son fils comme si c'était le trésor le plus précieux de l'univers. En franchissant le seuil de la porte du sous-sol et en retournant dans la lumière vive de la cuisine, la scène avait changé. Sophie n'était plus seule contre le plan de travail. Elle était entourée de ses amis, qui la consolaient tandis qu'elle pleurait des larmes de crocodile, se réarrangeant la robe. « Et c'est pour ça que je l'ai enfermé, parce qu'il a essayé de me mordre », disait Sophie entre deux sanglots fins. « Il est dangereux, les filles. » Antoine ne comprend pas. Sa culpabilité de père l'aveugle. La voix de Sophie mourut dans sa gorge quand elle vit Antoine sortir du sous-sol avec l'enfant dans les bras. Le silence retomba, lourd et accusateur. Léo, ébloui par la lumière, cacha son visage dans le cou de son père. Son pyjama était taché de moisissures, des toiles d'araignée dans ses cheveux. Il ressemblait à un enfant des rues, pas à l'héritier d'une fortune. Les amis de Sophie reculèrent, horrifiés. L'image était trop puissante pour être ignorée. Il n'y avait pas d'enfant dangereux. Il y avait une créature terrorisée et un père prêt à tuer pour lui. « Allons au salon », dit Antoine d'un calme froid qui effrayait plus que ses cris précédents. « Je ne vais nulle part avec toi », cracha Sophie, tentant de retrouver son contrôle. « Tu es ivre ou drogué. Regarde comme tu as l'enfant. Tu le salis avec ton sang. Donne-le-moi. » Je suis sa mère légale devant la loi en l'absence de Sophie tenta d'attraper la jambe de Léo. « Hélène » appela Antoine, ignorant Sophie et marchant vers le salon, forçant les invités à s'écarter. « Viens ici. » L'employé, s'essuyant les larmes avec son tablier, se redressa et marcha derrière lui, passant devant Sophie la tête haute pour la première fois de sa vie. Sophie resta bouche bée, voyant son autorité s'évaporer. Mais la méchante n'était pas prête à abandonner. L'humiliation publique était son pire cauchemar, et elle n'allait pas permettre que cela se produise. D'un regard de haine pure, elle suivit le groupe vers le salon principal, où l'énorme écran de télévision de 4,25 pouces dominait le mur sombre et silencieux, attendant d'être allumé. Le salon principal, décoré avec un goût exquis et des fleurs fraîches qui coûtaient une fortune, était devenu un tribunal improvisé. Antoine s'arrêta au centre de la pièce, sous le lustre en cristal. Il déposa Léo doucement et le fit asseoir sur le canapé en velours beige, un meuble que Sophie avait toujours interdit à l'enfant de toucher par peur des taches. Léo se recroquevilla sur le coussin, regardant autour de lui avec des yeux exorbités cherchant Hélène. L'employé se plaça immédiatement à ses côtés, s'agenouillant sur le tapis en lui prenant la main. L'enfant soupira, se calmant instantanément en sentant le contact familier des gants en caoutchouc qu'elle avait oublié de retirer, ou peu, être qu'elle avait décidé de laisser, comme son armure. Les invités de Sophie, 5 femmes de la haute société locale, restèrent debout en demi-cercle inconfortable, sans savoir si partir ou rester pour voir le spectacle. La curiosité morbide les maintenait ancrés au sol. Sophie fit irruption dans le salon, les yeux injectés de sang. Elle avait perdu son élégance. Maintenant, c'était une bête acculée. « Assez de ce théâtre !» cria-t-elle en désignant Antoine. « Dehors, vous toutes, c'est une affaire de famille privée. Antoine a une crise psychotique. Regardez-le. Il est sale, il saigne, il délire. » Antoine la regarda avec un calme exaspérant. Il s'essuya le sang de la main sur son pantalon et sortit son téléphone de sa poche. « Personne ne part, » dit-il, sa voix résonnant avec autorité. « Pas avant d'avoir vu pourquoi mon fils était enfermé dans un sous-sol pendant que vous buviez du champagne. » Antoine se dirigea vers le téléviseur. Sophie comprit instantanément ce qui allait se passer. Ses yeux dévièrent vers la caméra cachée dans le cadre du tableau au-dessus de la cheminée. Un détail qu'elle avait négligé 1000 fois. La couleur quitta son visage. « N'ose pas !» cria Sophie, se jetant sur lui pour essayer de lui prendre le téléphone. « C'est illégal. Tu ne peux pas m'enregistrer chez moi. » Mais avant qu'elle ne puisse atteindre Antoine, Hélène se leva. Ce fut un mouvement rapide, fluide. La bonne, la femme invisible, s'interposa dans le chemin de la maîtresse de maison. « Ne le touchez pas !» dit Hélène. Elle ne cria pas. Elle le dit d'une voix ferme d'acier. Sophie s'arrêta incrédule. L'audace de l'employé la rendit aveugle de rage. « Toi !» siffla Sophie avec de la salive sortant de sa bouche. « Tu oses me donner des ordres ? Tu es une sans le sou que j'ai ramassée dans la rue. Écarte-toi, ou je te jure que je te tue. » Sophie leva de nouveau la main, cette fois le poing fermé, prête à frapper Hélène au visage, prête à décharger toute sa frustration sur le maillon le plus faible. « Papa, non !» Le cri ne vint pas d'Hélène, il vint du canapé. Ce fut Léo. L'enfant s'était mis debout sur les coussins.
Il n'avait pas crié maman en appelant Sophie. Il avait crié pour défendre Hélène. Sophie se figea le poing en l'air, regarda l'enfant avec haine. « Ton petit monstre », murmura-t-elle. « Tout cela, c'est de ta faute. Si tu étais normal, rien de tout cela ne se passerait. Tu aurais dû mourir avec ta mère. » La cruauté de la phrase provoqua un cri étouffé parmi les invités. « Tais-toi !» Antoine connecta le câble à son téléphone d'un mouvement sec. Le grand écran s'anima, mais Sophie, dans un dernier acte de folie, se jeta non pas sur Antoine, mais sur Léo. Si elle avait l'enfant, elle avait le pouvoir. Si elle le prenait comme une rente émotionnelle, Antoine ne pourrait rien faire. « Viens ici !» cria-t-elle, saisissant Léo par le bras avec violence, essayant de l'arracher du canapé. Léo cria de douleur. Hélène ne réfléchit pas. Elle se jeta sur Sophie, la poussant de l'épaule. Sophie, déséquilibrée par ses talons et la surprise, trébucha et tomba sur le dos sur la table basse en verre qui se brisa sous son poids. Les fracas food monumental. Sophie gisait parmi les éclats de verre, assommée, mais furieuse, criant des malédictions. Hélène se plaça immédiatement devant Léo, le protégeant de son propre corps, respirant agressivement, les poings serrés. « Personne ne touche à l'enfant !» cria Hélène avec une férocité de lionne. « Personne !» Antoine regarda Hélène avec un respect profond, presque révérencieux. Puis il regarda les amis de Sophie qui observaient la scène avec horreur. « Vous voulez savoir qui est vraiment votre ami ?» demanda Antoine en appuyant sur le bouton play de son téléphone. « Regardez l'écran et ne détournez pas le regard. » L'image sur le téléviseur clignota et montra un enregistrement net en 4K. C'était d'il y a quelques heures seulement. On voyait Sophie dans la cuisine avec une coupe de vin, riant seule en tenant le flacon de sédatif. L'audio remplit la pièce d'une clarté cristalline. Dès que nous serons mariés et qu'Antoine me donnera le contrôle total, le petit Léo aura besoin d'un climat plus favorable en Suisse et très bon marché, même si les factures disent le contraire. Les amis de Sophie se mirent les mains devant la bouche. Au sol, parmi les éclats de verre, Sophie cessa de crier. Elle resta à regarder l'écran, paralysée, voyant sa propre voix dicter sa sentence de mort sociale. Mais Antoine ne s'arrêta pas là. « C'était la fraude », dit-il, sa voix aussi froide que la glace. « Maintenant, regardez la torture. » Il glissa le doigt sur l'écran du téléphone. La vidéo changea. Elle montrait maintenant la chambre de Léo la nuit précédente. Sophie entrant, forçant la bouche de l'enfant, versant le liquide de force, le poussant contre l'oreiller pendant qu'il essayait de lutter. On voyait la terreur dans les yeux de l'enfant. On entendait le « reste tranquille, petit gars ». L'une des invitées commença à pleurer. Une autre se retourna, incapable de regarder. « Éteins-le », hurla Sophie du sol, essayant de se lever, se coupant les mains avec les éclats de verre. « C'est un montage. C'est de l'intelligence artificielle. Ils veulent me ruiner. »« Non, Sophie », dit Antoine en se penchant vers elle et en la regardant d'en haut, comme on regarde un insecte répugnant. « Tu t'es ruinée toute seule, et j'ai une dernière surprise pour toi. » Antoine fit un signe vers la porte principale. Les lumières bleues et rouges d'une patrouille de police commencèrent à clignoter à travers les fenêtres brisées du salon. Il n'avait pas appelé la sécurité privée. Il avait appelé les autorités. « Le jeu est terminé », dit Antoine. « Hélène, prends Léo. Allons au jardin. Je ne veux pas que mon fils voie comment on emmène la poubelle. » Le son des sirènes cessa abruptement devant l'entrée principale, remplacé par le coup sec de portières de voitures se fermant et des voix de commandement qui résonnaient à l'extérieur. À l'intérieur du salon, l'écran géant continuait de projeter l'horreur en boucle. L'image granuleuse de Léo tremblant dans l'obscurité du sous-sol, frappant le sol en silence. Les amis de Sophie, des femmes qui, quelques minutes auparavant, tenaient des coupes de cristal et parlaient de voyage à Paris, reculaient maintenant contre les murs, se couvrant la bouche, regardant leur hôtesse comme si elle était une lépreuse. Le masque social de Sophie s'était complètement désintégré, jeté au sol, entouré de verres brisés, le maquillage coulant et la robe déchirée. Elle ne ressemblait plus à la reine de la haute société. Elle ressemblait à ce qu'elle était vraiment, une criminelle acculée. 2 officiers de police en uniforme entrèrent dans le salon, les armes dégainées pointées vers le sol, mais prêts à l'action. Derrière eux entra un homme en civil, plaque à la ceinture et visage buriné. Le commandant Riba. Antoine fit un pas en avant, levant les mains ouvertes pour montrer qu'il n'était pas une menace, bien que sa chemise fût encore tachée de son propre sang et de la saleté du sous-sol. « Je suis Antoine Dubois, le propriétaire de la maison », dit-il d'une voix ferme, contrôlant l'adrénaline qui lui demandait de tout détruire. « C'est moi qui ai appelé. » Le commandant Riba scanna la pièce en 1 seconde, les verres brisés, la femme au sol, les invités terrifiés et, le plus important,
l'employé de maison protégeant l'enfant sur le canapé. Son regard s'arrêta finalement sur l'écran de télévision. « Qu'est-ce que c'est » demanda Riba en montrant la vidéo. « Des preuves », répondit Antoine en désignant Sophie. « Détention illégale d'un mineur, abus physique aggravé, fraude financière et administration de substances contrôlées sans prescription médicale. » Sophie tenta de se lever, s'appuyant sur la table cassée, les mains saignant de coupures superficielles. Son instinct de survie narcissique s'activa avec une force désespérée. « Officier, merci Dieu que vous êtes arrivé !» cria-t-elle en désignant Antoine d'un doigt tremblant. « Cet homme est fou. Il m'a attaqué. Regardez comme il m'a laissé. C'est un montage. Cette vidéo est fausse. C'est un truc informatique. Il veut me prendre mon argent. Je suis Sophie Velasco. Ma famille possède les entreprises de construction du Nord. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. » Le commandant regarda Antoine. Antoine ne dit rien. Il sortit simplement la main de sa poche et en sortit le rapport du laboratoire qu'il avait reçu sur son téléphone. Maintenant imprimé sur une feuille qu'il avait ramassée dans son bureau avant de descendre. Il le tendit à l'officier. « Rapport toxicologique de ce matin », dit Antoine froidement. « Mon fils de 6 ans a dans le sang suffisamment de sédatifs pour terrasser un cheval, clinaphénol et diazépam. Traces de poison cumulatif. Si vous cherchez dans le sac de cette femme ou dans la poche de sa robe, vous trouverez la clé du sous-sol où elle l'avait enfermée il y a 10 minutes. Et si vous fouillez la salle de bain des invités, vous trouverez les flacons sans étiquette. » Riba lut le papier. Ses sourcils se froncèrent. Il regarda Léo, qui était toujours serré contre Hélène, pâle et cerné. Puis il regarda Sophie. Le doute disparut de ses yeux. Il fit un geste sec à ses hommes. « Passez-lui les menottes. » Sophie lâcha un hurlement quand l'un des officiers lui attrapa le bras et la souleva du sol sans aucune délicatesse. Le clic métallique des menottes, se refermant autour de ses poignets, résonna dans le salon silencieux comme un coup de marteau de justice. « Lâchez-moi, brute !» cria Sophie en donnant des coups de pied. « Je vais appeler mon avocat. Je vais vous ruiner la carrière à tous. Antoine, dites-leur d'arrêter. Je suis la mère de ton fils. »« Tu n'es la mère de personne », dit Antoine en s'approchant d'elle, jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. Sa voix était basse, terrible. « Tu es un parasite et je te promets, Sophie, que je dépenserai jusqu'au dernier centime de ma fortune pour m'assurer que tu passes le reste de ta jeunesse dans une cellule de 3 par 3, sans luxe, sans amis, sans issue. » Sophie regarda autour d'elle, cherchant du soutien auprès de ses invités, ses amis de cœur. « Aidez-moi, leur supplia-t-elle. Dites quelque chose, vous avez vu comment il m'a attaqué. » La femme blonde aux bijoux, celle qui riait avant du paquet, détourna le regard et sortit son téléphone, non pas pour appeler un avocat, mais pour filmer l'arrestation. « Ne nous mêle pas à ça, Sophie, » dit-elle avec dédain. « Drogues et maltraitance infantile. C'est trop bas, même pour toi. Tu nous dégoûtes. » La trahison finale brisa Sophie. Elle commença à crier des insultes, maudissant tout le monde, révélant sa vraie nature vénéneuse, pendant que les officiers la traînaient vers la porte. Elle passa devant le canapé où était Léo. L'enfant qui avait caché son visage se tourna pour la regarder. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, cette fois, juste une curiosité silencieuse. Il vit la sorcière attachée. Il vit qu'elle n'avait plus de pouvoir. « C'est de ta faute, maudite handicapée », cracha Sophie vers l'enfant pendant qu'on la poussait dehors. « J'aurais souhaité que tu meures dans ce sous-sol. » Le commandant Riba poussa Sophie avec force vers la sortie, coupant ses cris. « Amenez-la et demandez une unité médico-légale pour documenter le sous-sol. Je veux des photos de chaque recoin. » Antoine vit la femme qui avait failli détruire sa vie être emmenée. Il ne ressentit aucune pitié, aucun amour, seulement un vide immense qui se remplissait rapidement d'un soulagement douloureux. Il se tourna vers les invités, qui étaient toujours là, debout comme des statues de sel. « Dehors de chez moi », ordonna Antoine en désignant la porte brisée. « Et si je vois une de ces photos sur les réseaux sociaux, mes avocats s'occuperont de vous pour complicité. Vous saviez ce qui se passait et vous riez. Fichez le camp. » Les femmes sortirent en courant, trébuchant sur leurs talons, fuyant la scène de crime comme des rats, abandonnant un navire. Le salon se retrouva soudainement vide, à l'exception des 2 officiers qui gardaient l'entrée, Antoine, Hélène et Léo. Le silence revint, mais cette fois, il n'était pas oppressant, c'était le silence propre qui reste après un violent orage. Antoine resta debout au milieu du salon dévasté, respirant difficilement, comme s'il venait de courir un marathon. Ses mains, qui avaient été fermes pendant la confrontation, commencèrent à trembler. L'adrénaline se dissipait, laissant place à la réalité émotionnelle du moment. Il regarda ses jointures ensanglantées, puis regarda l'écran de télévision, qui était maintenant noir,
et finalement tourna la tête vers le canapé. Hélène était toujours là, agenouillée sur le tapis persan rempli de cristaux, les bras autour de Léo. L'employé tremblait. Maintenant que le danger immédiat était passé, le choc s'installait. Elle, une femme humble qui avait besoin de ce travail pour survivre, venait de frapper la fiancée de son patron. Elle avait désobéi à des ordres directs et avait été partie prenante d'un scandale policier. Dans son esprit, malgré avoir fait la bonne chose, la logique de la peur lui disait que sa vie était ruinée. « Monsieur », murmura Hélène, baissant la tête, essayant de lâcher Léo doucement. « Je vais aller chercher mes affaires. Je suis désolé pour le désordre, la table, les cris. Je ne voulais pas causer de problème. Je partirai par la porte de service pour que la police ne... » Antoine la regarda stupéfait par ce qu'il entendait. Partir. Cette femme venait de sauver la vie de son fils. Elle s'était interposée entre un monstre et un enfant sans défense. Elle avait reçu des insultes, des menaces et presque des coups. Et sa première préoccupation était de s'excuser pour une table cassée. « Quoi ?» Antoine marcha vers elle, ses pas crissant sur les fragments de verre. Hélène se recroquevilla, interprétant son approche comme le prélude d'un licenciement. « Il n'est pas nécessaire de me payer la semaine, monsieur. Je comprends que ce soit beaucoup de problèmes. Laissez-moi juste partir. » Antoine tomba à genoux devant elle. Il ne s'agenouilla pas, il s'effondra. Ses genoux heurtèrent le sol dur, ignorant les cristaux qui se clouaient dans le tissu de son pantalon. Il se mit à la hauteur d'Hélène et de Léo. Pour la première fois, le grand homme d'affaires, le millionnaire intouchable, était au même niveau que son employé de maison. « Hélène, regarde-moi », dit-il, la voix brisée par les larmes qu'il ne pouvait plus retenir. Elle leva la tête effrayée et rencontra les yeux d'Antoine, remplis d'une gratitude si profonde qu'il était douloureux de la voir. « Tu ne vas nulle part », dit Antoine, prenant ses mains rugueuses par le travail, encore avec les gants en caoutchouc jaune, ridicules et héroïques à la fois. « Tu as sauvé mon fils. Tu as vu ce que je n'ai pas voulu voir. Tu l'as défendu quand j'étais aveugle. Si quelqu'un doit s'excuser ici, c'est moi. » Antoine lâcha ses mains et regarda Léo. Son fils le regardait avec une nouvelle intensité. Il n'y avait plus cette brume de drogue dans ses yeux. Il y avait de la reconnaissance. Il y avait un jugement silencieux. Léo. Antoine tendit la main, craignant d'être rejeté. Il avait le droit d'être rejeté. Il avait laissé cette femme entrer dans leur vie. « Pardonne-moi, champion. Papa a été un idiot. Papa ne t'a pas protégé. Mais je te jure par la mémoire de ta mère que plus jamais personne ne te fera de mal. Plus jamais tu n'auras peur dans ta propre maison. » Léo regarda la main de son père, puis regarda Hélène. Elle lui sourit entre deux larmes et hocha légèrement la tête, lui donnant la permission, lui donnant sécurité. Et puis, cela se produisit. Léo se détacha de l'étreinte d'Hélène. Il ne rampait pas. Il se mit debout sur le tapis, titubant un peu à cause de la faiblesse de ses jambes engourdies. Mais se tenant droit, il fit un pas vers Antoine, puis un autre. « Pas, dit Léo d'une voix claire. L'enfant se jeta en avant, et Antoine l'attrapa dans les airs, le serrant avec une force désespérée, enterrant son visage dans le petit cou de son fils, pleurant comme un enfant. Il sentit les petits bras de Léo lui entourer le cou, serrant, consolant. Ce n'était pas le câlin d'un enfant malade, c'était le câlin d'un survivant. « Tu es là ? Tu es là ?» répétait Antoine en le berçant. Hélène observait la scène se sentant une intruse dans ce moment intime, mais incapable de bouger. Elle se sentait épuisée, vide, mais en même temps pleine d'une chaleur étrange. Elle ôta lentement les gants jaunes, les laissant sur la table cassée. Ils étaient le symbole de sa vie ancienne, de sa soumission. Antoine leva les yeux avec Léo toujours dans les bras et regarda Hélène. « Hélène, dit-elle en s'essuyant les larmes avec le dos de la main. Dès demain, je ferai rédiger un nouveau contrat par mes avocats. Tu ne nettoieras plus jamais les sols, tu ne porteras plus d'uniforme. Je veux que tu sois la tutrice légale de Léo. Je veux que tu vives ici avec nous, comme faisant partie de la famille. Je veux qu'il grandisse avec la seule personne qui a eu le courage de l'aimer quand personne d'autre ne le faisait. Monsieur, je n'ai pas d'études. Je ne sais pas être tutrice, balbutia-t-elle, accablée. Tu lui as appris à rire, dit Antoine en se relevant avec Léo dans les bras. C'est plus que ce qu'une université peut enseigner. S'il te plaît, ne nous laisse pas. Nous avons besoin de toi. Léo, depuis les bras de son père, tendit une main vers Hélène, les doigts ouverts, l'invitant. « Léo », dit l'enfant. Hélène éclata en sanglots de nouveau, mais cette fois ce n'était pas des larmes de peur. Elle hocha la tête, incapable de parler, et prit la petite main de Léo. Les trois formèrent un cercle au milieu de la destruction du salon, un noyau d'humanité entouré de ruines. Dehors,
La nuit était sombre, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des années, on sentait que l'aube se levait. Le cauchemar de Sophie était terminé, mais la vraie guérison ne faisait que commencer. Antoine regarda son fils et la femme qu'il avait sauvée. Il sut que même s'il avait perdu sa fiancée et sa réputation sociale auprès de ses fausses amies, il avait gagné quelque chose infiniment plus précieux. Une seconde chance d'être père. « Allons dormir », dit Antoine doucement. « Mais pas ici. Allons à l'hôtel. Cette maison a besoin d'être nettoyée de mauvais souvenirs. » Ils sortirent tous les trois par la porte principale, laissant derrière eux les éclats de verre, les gants jaunes sur la table et l'écho des sirènes, marchant vers un avenir incertain mais libre. 6 mois peuvent sembler un souffle dans l'histoire du temps, mais pour la famille Dubois, les 180 derniers jours avaient été une vie entière comprimée dans une reconstruction douloureuse et belle. Le manoir, qui autrefois se dressait comme un monument froid de solitude et de négligence, avait changé. Ce n'était pas seulement une question de décoration, bien que les meubles au design hostile et les surfaces de verre coupant aient disparu, remplacés par de larges canapés en tissu doux, des tapis moelleux où l'on pouvait se jeter au sol sans peur, et des murs remplis de couleurs chaudes. Le vrai changement était dans l'air. La maison ne sentait plus les produits chimiques de nettoyage industriel et les parfums chers d'une femme cruelle. Elle sentait maintenant le pain fraîchement cuit, le bois vieux, les livres ouverts et la vie. Antoine se tenait sur la terrasse, appuyé sur la rambarde en bois, observant l'horizon où le soleil de l'après-midi commençait à teinter le ciel d'orange et de violet. Il ne portait plus le costume 3 pièces qu'il utilisait comme armure contre le monde. Il portait un pantalon en lin confortable et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'aux coudes. Il paraissait plus jeune, non pas parce qu'il avait moins de rides. En fait, les derniers mois de procès et de thérapie avaient ajouté quelques mèches grises à sa barbe, mais parce que la tension perpétuelle qui lui plissait le front avait disparu. Ses pensées volèrent brièvement vers la fin du processus juridique, un souvenir qui avait encore un goût doux amer. Il se souvint de l'image de Sophie au tribunal il y a à peine 2 semaines. Elle n'était plus la femme imposante et arrogante qui dominait les fêtes de charité. Vêtue de l'uniforme gris des accusés, sans maquillage, les cheveux ternes et le regard vide, elle ressemblait à une ombre d'elle-même. La sentence avait été implacable. 15 ans de prison ferme, sans possibilité de liberté conditionnelle pour abus d'enfants aggravé, administration de substances illicites à un mineur et fraude massive. Le juge n'avait eu aucune pitié, surtout après avoir vu les vidéos. Les amis de Sophie avaient témoigné contre elle pour sauver leur propre réputation, et la société qu'elle vénérait tant l'avait crachée et oubliée en un temps record. La justice avait été faite, oui, mais la vraie victoire ne s'était pas produite dans une salle d'audience. La vraie victoire se produisait en cet instant, à quelques mètres d'où Antoine se tenait. « Papa, regarde ça !» La voix de Léo brisa ses pensées, claire et vibrante comme une cloche. Antoine se tourna et sentit cette pointe de bonheur incrédule qui l'assaillait encore chaque fois qu'il entendait son fils parler couramment. Au centre du jardin, le même jardin où tout avait commencé, Léo courait derrière un ballon de football. Il n'y avait plus de fauteuil roulant rouge, accumulant la poussière dans un coin. Ce fauteuil avait été donné à un hôpital le même jour où les médecins confirmèrent que l'atrophie musculaire était totalement réversible. Léo avait pris du poids. Ses joues avaient la couleur rosée de la santé. Et ses yeux brillaient d'une intelligence vorace. Le processus de désintoxication avait été un enfer. Nuit de fièvre, tremblements, cauchemars, où l'enfant criait qu'on ne lui donne pas les gouttes, mais il ne l'avait pas passé seul. Antoine regarda vers la figure qui courait à côté de Léo. Hélène, elle non plus n'était pas la même. L'uniforme bleu synthétique et les gants de caoutchouc jaune appartenaient au passé, brûlés métaphoriquement dans le bûcher de sa vie ancienne. Hélène portait une simple robe à fleurs, les cheveux détachés, tombant sur ses épaules en ondes naturelles. Elle avait l'air radieuse. Ces 6 derniers mois, Antoine avait tenu sa parole et bien plus encore. Hélène n'était pas seulement devenue la tutrice légale de Léo, elle avait commencé à étudier la psychologie infantile à l'université le matin, démontrant un esprit brillant et empathique qui avait été gâché à frotter les sols. Mais au-delà des études, elle était devenue le pilier émotionnel de la maison. Hélène intercepta le ballon avec un rire, le passant à Léo avec adresse. « Très bien, Léo !» s'exclama-t-elle. « Maintenant, frappe fort vers le but. » Léo se prépara concentré, tirant légèrement la langue, dans un geste d'effort adorable, et frappa le ballon de toutes ses forces vers le but improvisé entre 2 arbres. « But !» cria l'enfant levant les bras au ciel, imitant les célébrations qu'il voyait à la télévision avec son père le dimanche. Antoine descendit les marches de la terrasse et marcha vers eux,
sentant l'herbe fraîche sous ses pieds nus. En le voyant s'approcher, Léo courut vers lui et se jeta à ses jambes. Antoine le souleva en l'air sans effort, le faisant tourner tandis que l'enfant riait aux éclats. Ce rire, le même rire qui, 6 mois auparavant, leur avait sauvé la vie à tous les deux. « Tu es un champion, Léo », dit Antoine en embrassant le front moite de son fils. « Le coach dit que tu es le plus rapide de l'équipe. »« C'est parce qu'Hélène m'entraîne », dit Léo avec tout le sérieux du monde, la désignant. « Elle court très vite. Elle dit qu'elle a appris en courant pour ne pas rater le bus. » Antoine regarda Hélène, et ils partagèrent un sourire complice, un regard chargé d'une intimité qui avait grandi lentement jour après jour, entre cafés matinaux, devoirs scolaires et longues conversations nocturnes après que Léo se soit endormi. Ce ne fut pas une romance de film instantanée, ce fut quelque chose de plus profond, une construction basée sur le respect mutuel et la gratitude partagée. Antoine avait dû apprendre à se pardonner sa cécité antérieure, et Hélène avait dû apprendre à faire confiance que tous les hommes de pouvoir n'étaient pas comme ceux qui l'avaient humilié dans le passé. « Je pense qu'Hélène a beaucoup de talent caché, » dit Antoine en déposant Léo au sol. « Pourquoi n'irais-tu pas chercher de l'eau à la cuisine, champion ? Hélène et moi devons parler 1 minute. » Léo les regarda tous les deux avec cette intuition acérée que possèdent les enfants qui ont souffert. Il sourit avec malice, comme s'il savait exactement ce qui se passait, et sortit en courant vers la maison en criant « Je vais apporter de la limonade pour tout le monde ». Le silence qui resta dans le jardin ne fut pas inconfortable, mais électrique. Le soleil descendait, baignant Hélène dans une lumière dorée qui la faisait ressembler à un ange terrestre. Elle croisa les bras, un peu nerveuse, détournant le regard vers les fleurs qu'elle avait elle-même replantées. « L'avocat a appelé aujourd'hui, » dit Antoine, rompant le silence, se rapprochant d'elle d'un pas. « Ah oui ». Hélène leva la tête, inquiète. « Est-ce que quelque chose de mal s'est passé avec la garde ? Sophie a fait appel. » « Non », Antoine secoua doucement la tête. « Tout le contraire. La garde complète est mienne, irrévocable, et l'ordonnance de protection est permanente. Mais il a appelé pour une autre affaire, tes papiers de contrat de travail. » L'expression d'Hélène s'assombrit légèrement. Le sujet de son emploi avait toujours été une zone grise. Antoine lui versait un salaire généreux comme tutrice, mais elle se sentait étrange de recevoir de l'argent pour aimer Léo. « Oh, je comprends. Si vous avez besoin d'ajuster quelque chose, monsieur, je veux dire, Antoine. »« Je dois tout ajuster, Hélène, » dit-il en faisant un autre pas. Il était maintenant assez prêt pour sentir son parfum, un mélange de vanille et de fraîcheur qui était devenu son odeur préférée. « Je veux résilier le contrat. » Hélène pâlit. La peur ancienne, la peur de l'instabilité brilla dans ses yeux 1 seconde. « Résilier. Mais j'ai fait quelque chose de mal. Je pensais que Léo progressait bien. Ses notes sont excellentes. » Et la thérapeute dit que « Hélène, arrête. » Antoine tendit les mains et prit les siennes. Elles étaient chaudes et douces. Il n'y avait plus de traces de la rugosité des détergents. « Je ne te licencie pas. Je te libère. Je ne veux pas que tu sois mon employé. Je ne veux pas que tu reçoives un salaire pour être ici. Cela crée une barrière, une hiérarchie qui n'existe plus et que je ne veux pas qu'elle existe. »« Je ne comprends pas, » murmura-t-elle avec le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Antoine soupira, cherchant les bons mots. Il avait conclu des affaires de millions de dollars sans sourciller, mais c'était le plus important qu'il ait négocié de sa vie. « Quand je suis arrivé ce jour-là et que je t'ai vu sur la pelouse avec Léo, je n'ai pas seulement vu une femme s'occuper d'un enfant. J'ai vu ce qui manquait dans cette maison. J'ai vu ce qui manquait dans mon âme. Pendant ces 6 mois, tu m'as appris à être père. Tu m'as appris que l'argent ne sert à rien si tu n'as personne avec qui partager le rire. Tu m'as sauvé, Hélène. Nous deux. » Hélène sentit les larmes lui remplir les yeux. « Vous m'avez sauvé, Antoine. Je n'avais rien. J'étais seul au monde. Léo m'a donné un but. »« Alors, reste, » dit Antoine, sa voix descendant à un ton rauque et vulnérable. « Mais pas comme tutrice, pas comme nourrice. Reste comme la propriétaire de cette maison, reste comme ma compagne. » Antoine lâcha une de ses mains et mit la main dans sa poche. Il ne sortit pas une bague en diamant ostentatoire. Il savait qu'Hélène n'aimait pas ces choses. Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un pendentif simple en or blanc avec une petite figure, un avion en papier. Le symbole de ce premier jour, le symbole de l'avion, le premier mot de Léo, le début de sa liberté. « Je ne te demande pas encore en mariage parce que je sais que tu dois terminer tes études et avoir ton propre chemin, » dit Antoine en lui plaçant le pendentif dans la main. « Mais je te demande d'essayer d'être une famille, une vraie, sans contrat, juste nous 3. » Hélène regarda le petit avion en or, puis regarda Antoine. «
Tous les doutes, toutes les peurs sur son humble origine et la différence de classe se dissipèrent devant l'honnêteté brutale de cet homme qui avait appris à aimer à nouveau. « Un avion », sourit-elle avec les larmes roulant sur ses joues. « Pour que nous volions ensemble », répondit-il. Hélène ferma le poing autour du pendentif et hocha la tête, incapable de parler, et se jeta dans ses bras. Antoine la reçut avec la force de qui trouve de l'eau dans le désert. Le baiser fut lent, doux, chargé de promesses et d'un avenir radieux. Ce ne fut pas un baiser de film hollywoodien, ce fut un vrai baiser de deux adultes qui avaient survécu à leur propre naufrage et s'étaient trouvés sur le rivage. « Hé, vous vous embrassez, c'est dégoûtant !» La voix de Léo les interrompit et tous deux se séparèrent en riant. L'enfant était à la porte de la terrasse tenant un plateau avec 3 verres de limonade qui se balançaient dangereusement. Il n'y avait aucun traumatisme dans sa voix, juste la moquerie saine d'un enfant de 6 ans voyant son père agir comme un adolescent amoureux. « Viens ici, petit critique », dit Antoine en lui faisant signe. Léo courut vers eux, laissant le plateau sur une table de jardin, un miracle que rien ne tombe, et se glissa au milieu de l'étreinte. Les 3 restèrent là, au centre du jardin, tandis que le soleil finissait de se coucher. Antoine regarda son fils sain et heureux. Il regarda Hélène, la femme qui avait apporté la lumière, et pensa à quel point le destin était ironique. Il avait passé sa vie à chercher le succès financier, à construire des empires, à croire que le bonheur s'achetait ou se construisait avec des briques chères. Et à la fin, le bonheur était entré dans sa vie par la porte de service, avec un uniforme bon marché et des gants jaunes, pour lui apprendre que la vraie richesse ne se garde pas à la banque, mais se trouve dans les moments simples. Un après-midi de soleil, un rire d'enfant, et la certitude absolue que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais seul. « Vous savez quoi ?» dit Léo, en regardant le ciel qui commençait à montrer les premières étoiles. « Je crois que demain nous devrions aller à la plage. Hélène n'a jamais vu la mer. » Antoine regarda Hélène avec surprise. C'est vrai. Elle haussa les épaules en rougissant. « Je ne suis jamais beaucoup sorti de la ville. La mer a toujours été un rêve lointain. » Antoine sourit, un sourire large et sincère. « Alors prépare tes valises, futur psychologue. Demain nous allons à la plage et après-demain à la montagne. Nous avons toute une vie pour rattraper le temps perdu. » Et alors qu'ils rentraient à la maison, les lumières chaudes s'allumant à l'intérieur, les invitant à entrer dans un foyer qui était enfin un foyer, Antoine sut que cette fois, la fin du conte n'était pas un « ils vécurent heureux » et c'était mieux. C'était ils furent courageux et vécurent vraiment. La porte se ferma derrière eux, laissant l'obscurité dehors, et le jardin resta silencieux, gardant le secret de comment une paire de gants jaunes changea le destin de 3 âmes pour toujours. Fin.